On va démarrer. Bonsoir tout le monde. Je pense que vous êtes, il y a déjà un certain nombre qui sont arrivés à l'heure, donc bravo. On va commencer. Et je pense que d'autres vont arriver au fur et à mesure de l'après-midi, de la fin de l'après-midi. Et donc aujourd'hui, donc, notre première séance, Inspiring Class TBS. Donc on va parler du leadership en 2020. Quelles sont les tendances, quelles sont les évolutions. Moi, je m'appelle George Brown, je suis britannique, et donc je vais vous parler de ce sujet-là. Et en même temps, il va y avoir, je vais en parler après, voilà un petit peu mon parcours. Je ne suis pas un professeur en tant que tel, je suis plutôt quelqu'un de l'entreprise, de corporate world en quelque sorte. Et donc, j'ai fait que des grandes entreprises sur le plan international, multinational, que vous voyez là devant devant mes yeux. Et la plupart des sujets qu'on va traiter, le sujet d'aujourd'hui et les autres sujets que je vais traiter par la suite, sont des sujets, bien entendu, que j'ai gérés en interne de ces entreprises, en tant qu'ancien vice-président RH des groupes que vous voyez devant vous, des grands groupes internationaux qui sont un petit peu partout dans le monde. Alors, c'est la première série ce soir, c'est la première série de 3 interventions. Il y en aura d'autres, a priori, au mois de janvier. On n'a pas encore finalisé ni les dates, ni les contenus précis. Mais en tout cas, donc, ce soir, c'est la première. Donc, leadership en 2020, les tendances et les évolutions. On va essayer de voir un petit peu comment le leadership a évolué et pourquoi ça a évolué. Quels sont les sujets qui ont fait qu'on n'est plus, en 2020 en tout cas, le leadership n'est plus ce que ça a été en 1950, par exemple, voire avant. Et peut-être qu'en 2020, le leadership n'est pas ce qu'il sera en 2030 ou 2040, parce que le monde change, parce que les entreprises changent aussi, les enjeux, les challenges, les défis sont différents pour ces leaders, et donc forcément les choses changent. Donc aujourd'hui, donc, la première intervention sur le leadership, le deuxième, donc le 10 décembre prochain, toujours à même heure, 18h30, leadership dans les organisations multigénérationnelles. On parle beaucoup en ce moment donc, de la génération Y, de la génération Z, etc. Et puis ça aussi, c'est un challenge pour les entreprises. Comment intégrer les jeunes qui vont travailler avec des moins jeunes. Comment faire en sorte que les relations soient harmonieuses et que chacun puisse apporter quelque chose à l'autre. Parce que ça aussi, c'est intéressant que les jeunes peuvent apporter quelque chose aussi aux moins jeunes. L'utilisation d'outils informatiques, par exemple, vous êtes beaucoup plus à l'aise que d'autres. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez apprendre de la part des expérimentés qui sont dans l'entreprise depuis un certain temps. Donc, ça va être donc le sujet de la semaine prochaine, donc le 10 décembre. Et enfin, donc le troisième, avant les fêtes de Noël, que je vous espère joyeuses, si on peut les fêter dans de bonnes conditions. Eh bien, on va réfléchir sur est-ce qu'il y a une connexion quelque part entre la motivation des salariés, la satisfaction de la clientèle et la performance de l'entreprise. Est-ce que le principe qu'on pourrait penser, est-ce que la motivation des salariés forcément va faire en sorte que les salariés étant mieux motivés vont mieux travailler, vont apporter un service peut-être de meilleure qualité à la clientèle? Et est-ce que ce même service va apporter une meilleure performance pour l'entreprise? Il y a un certain nombre d'études sur le sujet. Il y a des entreprises, bien entendu, qui ont fait beaucoup d'expérimentations sur le sujet. Les résultats sont un peu variés, on va dire. Il y a certaines expériences qui ont été très pertinentes, d'autres un petit peu moins. Mais on va essayer de réfléchir ensemble, de prendre quelques exemples de ce que font les entreprises et quels en sont les résultats pour les entreprises qui ont tenté, bien entendu, de bien mesurer ces résultats. Donc voilà pour les 3 séances donc avant Noël.
Pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, donc bonne soirée. Je m'appelle George Brown, donc je suis très content de vous accueillir ce soir sur les trois sujets que vous voyez là, et en commençant par le premier, sur le leadership en 2020. En ce qui concerne un peu la logistique de la soirée, on va faire une présentation donc entre 40 minutes approximativement. Il y aura un certain nombre de slides sur lesquels je vais faire des commentaires. Et ensuite, après les slides, il y aura donc des échanges, des questions avec des réponses en direct. Alors, si pour l'instant, donc au fur et à mesure qu'on avance, vous avez des questions, donc pour l'instant, les micros sont coupés. En revanche, les micros peuvent être ouverts à la fin de la présentation. Si en cours de route, il y a des questions qui vous viennent à l'esprit et vous avez envie de les poser, eh bien, vous faites un écrit sur le chat et puis on va regarder un peu toutes les questions qui sont posées en chat. La personne qui aura posé les questions peut la reposer verbalement devant tous les autres qui sont présents. Et là, on aura la possibilité peut-être de faire quelques échanges entre nous. Donc, c'est à peu près ça la logistique. Un petit peu de la soirée. Alors, si on commence sur le sujet lui-même, c'est vrai que le leadership, je pense que tout le monde connaît le sujet, mais c'est un sujet qui est connu et peut-être mal connu finalement. On pense que le leadership, c'est quelque chose qui est très élitiste, ce que fondamentalement on pourrait le penser. On pourrait penser que ça concerne les personnes élevées dans l'entreprise, qui ont des niveaux hiérarchiques élevés. Mais en même temps, si on réfléchit bien, le leadership, c'est aussi inclusif. À mon sens, c'est inclusif parce que nos leaders, eh bien, ils ne sont pas tout seuls. Un leader est bon si il ou elle arrive à convaincre les salariés de l'entreprise. Et donc, pour moi, le leader n'est pas tout seul dans son tour d'ivoire. Alors, parfois, il y en a quelques-uns qui le sont, je ne vous dirai pas le contraire, mais c'est quelque chose qui est très inclusif. Et si le leader fait bien son travail, eh bien, il va trouver les suiveurs, c'est-à-dire ceux qui ont envie de suivre un petit peu cette logique, suivre un peu la stratégie que le leader va tenter de mettre en place. En tout cas, le leadership en soi, c'est quelque chose qui est multidimensionnel. Vous verrez ce soir sur les exemples que je vais vous montrer que ce n'est pas uniquement quelque chose de monolithique. Au contraire, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement varié et ça touche à tout un ensemble de sujets auxquels on ne penserait pas nécessairement toujours. Là, on va découvrir ça un petit peu ensemble. Alors, c'est vrai que, donc, multidimensionnel, donc là, vous avez quatre exemples devant mes yeux. En haut à gauche, vous avez un leadership qui est davantage sur le soft. Le soft, donc, c'est les valeurs, la vision de l'entreprise, un peu d'autonomie dans le travail, la délégation, encouragement. En bas à gauche, ben c'est très, très large, ça va un petit peu dans tous les sens. Donc, c'est un leader finalement qui se cherche beaucoup. Est-ce que ce leader arrivera à tout faire? Est-ce que ce leader se pose trop de questions? Peut-être, possible. À droite, vous avez donc une image sur le leadership aussi. Ça peut être donc le succès. On peut s'interroger, c'est quoi le succès? Le succès, est-ce que c'est uniquement quantitatif? Est-ce que le succès est quantitatif et qualitatif? Et quelles sont les bonnes mesures? Quelles sont les bonnes mesures aujourd'hui pour juger de la réussite d'une entreprise, de la réussite de ses leaders? Et puis, donc en bas à droite, vous avez les types de questions que tout le monde peut se poser. Et avec cette multiplicité de sujets, que doit gérer le leader? Alors, pas tout seul, bien entendu, parce qu'un leader, ça paraît évident, mais on va quand même le dire, un leader ne peut pas réussir tout seul. Il réussit à travers les équipes, à travers les personnes qui travaillent avec lui dans l'entreprise. Donc, le leader qui pense qu'il peut réussir tout seul, eh bien, il se trompe. Il se trompe et puis il va devant de grandes difficultés parce que c'est avec les autres qu'on réussit et c'est jamais tout seul. Alors, il y a un certain nombre de facteurs qui déclenchent cette évolution dont on va parler tout à l'heure, les trends, les tendances.
il y a un certain nombre de facteurs, il y a de multiples facteurs qui peuvent créer cette évolution. En anglais, on appelle ça des drivers, des facteurs, des drivers. Alors, je n'ai pas fait une liste extrêmement large parce que la liste est un peu longue. Eh bien, vous avez l'opinion publique et les attentes. On voit à chaque fois qu'un grand chef d'entreprise prend une décision, soit pour des investissements, des licenciements, ou on parle positivement de l'entreprise à la bourse, par exemple, parce que son coût de bourse est élevé. Eh bien, ça crée à l'opinion publique des idées, des questionnements notamment beaucoup sur les actionnaires. Est-ce qu'on a raison de donner beaucoup d'argent aux actionnaires? Donc, ça crée des attentes de l'opinion publique qu'on se pose. Et puis, l'opinion publique influence parfois les décisions que prennent les leaders dans les entreprises. Vous avez aussi les régulateurs, les gouvernements, qui prennent un certain nombre de décisions qui touchent l'ensemble des entreprises. Là, on est dans un stade, donc avec le Covid, il y a beaucoup de décisions qui sont prises qui vont parfois dans un certain nombre de domaines, et on peut le comprendre compte tenu de cette pandémie, des choses qui n'aident pas les entreprises à bien travailler. Donc, les régulateurs et les gouvernements partout dans le monde prennent des mesures qui parfois aident l'entreprise et parfois qui c'est le contraire. Ça pose des difficultés de fonctionnement dans le quotidien à l'entreprise. Ensuite, on voit en 2020, il y a une augmentation très importante de tous les sujets à caractère sociétal, sur les discriminations, sur un certain nombre de sujets qui touchent par exemple la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc ça, ce sont des sujets qui deviennent de plus en plus sur la table de discussion des entreprises et surtout des conseils d'administration des entreprises qui se posent véritablement ces questions en se posant une question très simple qui pourrait être, ça sert à quoi une entreprise finalement? Quelle en est sa finalité? Est-ce que c'est gagner de l'argent? Ce qui est en soi, c'est une des finalités de l'entreprise, mais ce n'est pas la seule, loin s'en faut. Donc, tous ces sujets donc, sur le plan sociétal ont une influence et la plupart des entreprises, surtout les grandes en tout cas, qui ont plus de visibilité que les autres, ces entreprises se posent ces questions. On doit se gérer comment et pourquoi et de quelle manière on va se gérer aujourd'hui et surtout demain dans la durée. La concurrence, les marchés, les agences de notation, tous ces facteurs qui sont extérieurs à l'entreprise, finalement, trouvent le moyen d'ouvrir les portes de l'entreprise et influencent l'interne, influencent la stratégie, la prise de décision, influencent en un mot les leaders de l'entreprise dans la prise de décision, dans les orientations stratégiques. Et puis parfois aussi des ONG, les grandes organisations mondiales qui prennent un certain nombre d'initiatives. Ça peut être l'OCDE, ça peut être même l'ONU qui fait beaucoup de choses, ça peut être l'Union européenne à Bruxelles qui prend tout un ensemble de mesures et ces mesures donc influencent la gestion de l'entreprise et influencent les leaders, influencent la prise de décision. Et ici, donc, vous connaissez tous le World Economic Forum, donc Davos, on va parler de ça. Et donc là, vous avez le fondateur de Davos, qui a créé Davos il y a 25-30 ans. Et là, il dit un petit peu, c'est une espèce de manifeste qui est sorti l'année dernière, dans lequel ils encouragent, en tout cas, ils pensent que toutes les entreprises doivent payer leurs impôts, ça nous paraît normal. Zéro tolérance pour la corruption, ça nous paraît normal aussi. Défendre les droits humains, human rights en anglais, supply chains, et être des défenseurs finalement d'une cohérence, d'une concurrence tout à fait loyale. On a tendance à parler d'une concurrence déloyale, mais en tout cas, le travail de Davos, le World Economic Forum, c'est de mettre en avant un certain nombre de principes et on essaie de convaincre les entreprises de tenir sur ces principes. Et bien entendu, ce sont les leaders de ces entreprises qui vont tenir ou pas ces grands principes, espérant qu'ils vont les tenir. Alors, cette évolution progressive, on va prendre quelques exemples rapidement pour que vous puissiez les voir.
Et c'est vrai qu'on pourrait penser qu'il y a deux types d'activités qui ne s'opposent pas, mais qui sont complémentaires, sont très différents les uns des autres, mais qui sont un peu complémentaires. Et on va passer des hard skills. Hard skills, ce sont des résultats financiers, le chiffre d'affaires, le retour sur investissement, les bénéfices, les gains de productivité, l'organisation de l'entreprise, cost reduction. En fait, ce sont des choses qui ont toujours existé pour l'entreprise. Et si on remonte un tout petit peu en arrière, qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien, on peut constater, si on remonte par exemple il y a 50 ans, c'est pas si loin que ça dans la vie de l'entreprise, eh bien, l'entreprise voulait gagner de l'argent. Ça s'est arrêté à peu près là. Gagner de l'argent, pouvoir réinvestir, bien entendu donner de l'argent à ses actionnaires et aussi ses salariés, mais c'était quelque chose un peu dans la technicité même de l'entreprise. Elle était là pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, gagner de l'argent, c'est bien, pourquoi pas, il n'y a rien qui s'y oppose, à condition que toutes les autres choses que l'entreprise doit faire à côté, bien entendu, soient assurées. Et vous allez voir quelques exemples un petit peu plus tard qui expliquent un peu mieux ce qu'on est en train de dire. Donc, d'un côté, vous avez les hard skills, donc ce que je vais dire étant le quantitatif quelque part. Et puis, de l'autre côté, vous avez les soft skills qui sont tout à fait autre chose. On pourrait dire que c'est le caritatif quelque part, le caritatif de l'entreprise. Et là, dans le caritatif, dans le soft, eh bien, il y a les salariés quelque part qui sont oubliés, peut-être les clients aussi, sans doute. Et là, le soft, c'est la gestion de carrière, le bien-être au travail. On en parle quand même de plus en plus aujourd'hui. Customer satisfaction. Donc, on raisonne sur comment augmenter la satisfaction de la clientèle, parce que le nerf de la guerre, c'est quand même le client. Donc, comment l'organisme arrive à le faire? La motivation des salariés, de la formation, les relations humaines, le charisme qu'il faut avoir normalement si on veut être un très bon leader. Et puis aussi sa manière de communiquer à ses salariés, communiquer en interne, à ses clients internes, mais communiquer aussi en externe de l'entreprise à travers toutes les parties prenantes, que ce soit des clients, que ce soit des actionnaires, que ce soit des fournisseurs, et toutes les personnes qui naviguent autour de l'entreprise et qui ont besoin finalement de la clientèle finalement. Et donc la vision tout à fait en bas. Donc on a ce mélange entre le hard skills et le soft skills. Et puis donc, comme je disais, les hard skills ont été très présents jusqu'à un certain temps. Aujourd'hui, les hard skills ne suffisent plus. Ça ne suffit plus. Et donc, je pense qu'un leader aujourd'hui, c'est quelqu'un, bien entendu, qui maîtrise les hard skills, qui maîtrise la technicité, qui maîtrise l'ensemble des moyens de gestion. Mais pour le faire, ça n'est pas suffisant puisqu'il faut avoir cependant sur les soft skills, sur le qualitatif de fonctionnement de l'entreprise. Et ça devient de plus en plus important et je vais vous montrer d'autres exemples au fur et à mesure qu'on avance concernant ce sujet-là. Et donc là, on voit cette évolution progressive entre les hard skills et les soft skills. Et moi, j'ai un certain nombre de clients qui me disent, monsieur, je maîtrise bien la finalité de mon entreprise sur les produits, sur mon système de production, sur mon système de marketing, sur les contacts que j'ai avec ma clientèle, je ne maîtrise pas. En revanche, j'ai du mal à gérer en interne sur le plan humain mon entreprise parce que soit j'étais mal formé, ou soit j'ai des difficultés pour gérer ces personnes. Et là, on constate que le produit lui-même, on y arrive bien, mais l'aspect humain, c'est-à-dire le capital humain, une expression parfois un peu galvaudée, mais quand même qui est très juste, le capital de l'entreprise, ben ça vaut pour les salariés qui travaillent et qui contribuent, bien entendu, aux résultats de l'entreprise. Alors, si on insiste un peu plus loin, on pourrait penser, donc, ça, c'est le hard skills. Et donc là, c'est result-centric. Donc, c'est une entreprise qui est très focalisée sur le résultat. C'est le résultat qui compte, parfois au détriment de la qualité. Donc, on est tellement focalisé sur le résultat qu'on peut oublier les aspects qualitatifs, soit au niveau du produit,
ou soit au niveau des salariés, ou tout ce qui concerne le relationnel tout simplement avec les parties prenantes de l'entreprise. Donc cette entreprise-là, en tout cas, c'est le succès qui l'intéresse. Après, chacun sa définition du succès. Quels sont les paramètres, quels sont les systèmes de mesure de ce succès. En tout cas, c'est très orienté vers le résultat. Pourquoi pas après tout. Et puis ici, on a un deuxième exemple. People-centric. Together we can move mountains. Together we can move mountains. Et bien là, cette entreprise-là a fait peut-être un choix orienté peut-être davantage vers le bien-être de ses salariés, vers la motivation, bien traiter ses salariés, en pensant que si je traite bien mes salariés, eh bien eux aussi, en retour, ils vont mieux travailler, ils vont être plus motivés. C'est gagnant-gagnant. Et il faut que tout le monde comprenne que c'est l'avantage pour les uns, c'est aussi l'avantage pour les autres. Mais on a aujourd'hui, idéalement, il faudrait avoir une entreprise qui soit bien entendu orientée vers ses résultats, mais en même temps, qui n'oublie pas qu'il y a des personnes à l'intérieur de l'entreprise qui aident à fournir ces résultats et obtiennent finalement les résultats positifs que souhaite l'entreprise. Donc, c'est donnant-donnant, c'est ensemble. Ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. La complémentarité est vraiment essentielle. Mais je connais des entreprises qui sont davantage orientées vers l'un et l'autre. Et un peu le travail qu'on peut faire avec les entreprises, c'est de faire en sorte qu'il faut que les deux composantes soient présentes. Il faut que les deux dimensions aient une importance peut-être identique. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas qu'on tienne compte de ces deux dimensions parce que l'entreprise ne peut pas exister si elle ne tient pas compte de ces deux dimensions. Alors si on va un peu plus loin, on disait tout à l'heure que le leadership est multidimensionnel, mais il est aussi multidisciplinaire. Et donc là, de quel profil êtes-vous? Alors, il y a des personnes qui m'écoutent, je ne sais pas si vous êtes aux ressources humaines, vous êtes dans la technique, vous êtes dans la finance, marketing, voire même d'autres fonctions. Eh bien, le leader aujourd'hui, en 2020, ben, il lit tout ça. Il ne peut pas se permettre d'être uniquement dans l'aspect technique ou uniquement dans l'aspect finance ou l'aspect marketing. Il doit maîtriser tout ça. Et c'est en ça, aujourd'hui, que l'évolution porte véritablement ses fruits. C'est que lorsque vous avez un leader qui a pris conscience de cette multidimensionnalité de sa fonction, et que même s'il est plus fort dans quelques domaines par rapport à quelques autres, il faut qu'il ait la capacité de comprendre les interactions entre toutes ces différentes dimensions qui existent dans l'entreprise. Un leader, c'est ça. Il sait faire un peu tout. Alors, il n'est pas un spécialiste nécessairement en finance, ce n'est pas un spécialiste non plus en marketing, ni en technologie, ni en RH, mais il a une connaissance suffisante. Il voit, on dit en anglais une expression, he sees the big picture. He sees the big picture. Il a cette vision globale de l'entreprise et que ce qui n'était pas le cas il y a 10, 15, 20 ou 30 ans, où on était plutôt monolithique quelque part sur la compétence d'un leader. Et c'est en ça que ces évolutions commencent à jouer de plus en plus, et depuis sans doute une bonne vingtaine d'années. Et je pense que ces évolutions vont continuer à jouer dans l'avenir. En tout cas, le leader, c'est tout ça. C'est tout ce que vous voyez devant vous. Et sans exception, on ne lui demande pas d'être un expert dans tout ça, mais il faut qu'il comprenne que c'est l'intégralité de ça qui est important pour lui ou pour elle. Alors, tous les challenges, donc il y en a de multiples challenges, vous qui êtes en entreprise ou pour ceux qui ne le sont pas, vous êtes confrontés tous les jours avec tout un ensemble de challenges que vous connaissez, d'autres challenges qui sont nouveaux. Et là, il y a un certain nombre de sujets qui existent depuis peu, finalement. Alors, le cybercriminalité, ça n'existe pas depuis si longtemps que ça. Les fusions-acquisitions, je suis persuadé que dans votre carrière que vous allez faire ou que vous êtes déjà en train de faire, eh bien, dans votre vie d'entreprise, votre entreprise soit va en racheter d'autres à plusieurs occasions dans votre passage dans l'entreprise, ou bien votre entreprise sera rachetée par quelqu'un d'autre. Donc, vous allez avoir cette expérience des deux côtés de la barrière, quelque part,
Et ça va arriver une fois, deux, trois, quatre, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça va arriver beaucoup plus fréquemment qu'avant, parce qu'il y a des échanges sur le plan économique qui sont très importants dans tous les pays, et bien entendu, entre les pays. Alors, les réseaux sociaux, on en parle beaucoup aujourd'hui, pas uniquement en positif, mais il faut que l'entreprise sache quand même les gérer, et que vous aussi, bien sûr, dans votre vie, que vous puissiez le faire. Supply chain management. Beaucoup d'entreprises ont découvert que lorsque vous avez des fournisseurs qui travaillent avec vous et qui ne respectent pas la loi pour une raison ou une autre, ou qui ont des difficultés sur le plan de l'environnemental, je ne sais pas, eh bien, ça interfère sur la réputation de l'entreprise tout à fait en haut de la chaîne. Donc ça, c'est un challenge aujourd'hui que toutes les très grandes entreprises ils ont des codes de bonne conduite aussi pour l'ensemble de leurs fournisseurs. Et donc ça, c'est un vrai sujet que les entreprises doivent gérer. Et c'est lié, bien entendu, avec la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Alors, le Covid-19, nous en sommes, on est en plein dedans. Et donc, forcément, ça a créé un challenge. Comment gérer l'entreprise lorsqu'on ne peut pas se rencontrer, lorsqu'on ne peut pas travailler ensemble, lorsqu'on n'a pas le droit, pour des raisons de distanciation, on n'a pas le droit de travailler ensemble. Donc, le télétravail a été créé pour cette raison-là. Et puis, le remote teaching, donc, il y a beaucoup d'écoles, d'universités qui travaillent à distance. C'était un vrai challenge à la fois pour vous de pouvoir suivre des cours ou suivre l'activité professionnelle, donc à distance. Et bien entendu, à l'ensemble des universités, collèges et écoles de commerce qui doivent complètement s'adapter. La donne a changé. Et donc, je pense que c'est une chose de pouvoir faire des cours sur l'adaptabilité et sur un certain nombre de sujets. C'est une autre chose que ces écoles démontrent qu'ils en sont aussi capables de s'adapter. Et je pense que vous avez la preuve de TBS, en tout cas, qui a su, à mon sens, d'une manière très, très, très bien s'adapter. Donc, tout ça, c'est les challenges que nous avons. Et puis, bien entendu, il y en a d'autres. L'intelligence artificielle, les robots, etc., c'est un vrai sujet qui va être un challenge pour les leaders de demain. Est-ce qu'on va remplacer les salariés par des robots? On tire le trait un petit peu trop fort, hein. Je ne pense pas on va le faire. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet qu'il faut traiter. Et l'ensemble des leaders dans nos entreprises vont bien entendu le traiter. Alors là, j'ai un petit clin d'œil sur l'intelligence artificielle avec le challenge technologique. Alors moi, je joue un peu aux échecs, donc ça m'a fait un peu rire dans la cafetière électrique qui m'a battu aux échecs. Mais pourquoi pas? Vous savez, il paraît qu'aujourd'hui, Stephen Hawking l'a dit il y a quelques années, qu'il y avait un certain nombre d'expérimentations entre ordinateurs. Et apparemment, on a découvert que deux ordinateurs qui n'étaient pas connectés arrivaient à communiquer ensemble dans un langage que les techniciens n'arrivaient pas à faire. Donc, ça, c'est un vrai enjeu, en tout cas. L'intelligence artificielle, donc demain, comment on va le faire? Je pense qu'il n'y a personne qui sait pour l'instant. Alors, d'autres challenges, il y a un certain nombre. Alors, je vous donne quelques chiffres, tout simplement pour que vous puissiez les voir. C'est que les fusions-acquisitions, les pays émergents ont représenté il y a 10-15 ans, notamment les BRIC, donc le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, représentaient 4-5% des fusions-acquisitions dans le monde. Demain, ça va être du 40%. Comment on va gérer ça demain lorsqu'il y a beaucoup d'investissements qui viennent de l'étranger? Ça a déjà commencé, mais ça pose quelques petits problèmes quelque part pour un certain nombre de décideurs, peut-être dans le domaine politique aussi, ce n'est pas simple. L'information technologique, elle est obsolète tous les 4-5 ans. Donc, si vous êtes dans une école d'ingénieurs, eh bien, lorsque vous avez fini votre programme, donc une partie de ce que vous allez apprendre sera obsolète avant la fin de votre programme. Ça fait réfléchir. Aux US, donc moi j'y allais souvent aux US
avant le Covid, mais 35% des postes de pouvoir n'existaient pas il y a 5 ans. Community manager, enfin, j'ai tout un ensemble de postes qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas avant. Et ben là aussi, les leaders sont obligés de réfléchir à ces challenges et savoir comment leurs entreprises vont faire face. Et puis vous qui maîtrisez parfaitement bien les réseaux sociaux, eh bien, il y a beaucoup de recrutements qui ne figurent plus, qui n'arrivent plus sur le marché classique, traditionnel, sur les postes qui figurent dans les journaux. Les journaux, il n'y en a quasiment plus pour ça. Donc, les LinkedIn, tous les chasseurs de tête, ils travaillent principalement sur les réseaux sociaux. Donc, j'imagine que vous y êtes, bien entendu, et que vous suivez ça de près. Pour vous, à titre personnel, et surtout les entreprises qui réfléchissent, bien sûr. Et puis, donc, le COVID-19 et ses impacts sur l'entreprise, là aussi, c'est un impact que tous les leaders d'entreprise se posent des questions sur demain. Demain, c'est un peu la survie d'aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'entreprises, notamment ceux qui sont dans la restauration, l'hôtellerie, etc., qui souffrent d'une manière extrêmement forte par ce COVID. Et tout un ensemble de challenges que tous les leaders aujourd'hui cherchent à faire face et trouver des solutions. Alors, une évolution qui est très forte aujourd'hui, j'appelle ça the 3 Ps en anglais, Profit, People and Planet. Jusqu'il y a, je vous disais tout à l'heure qu'il y a 30-40 ans, il y avait uniquement 1P, c'était Profit. C'était la seule chose qui intéressait véritablement les entreprises. Et progressivement, à travers les points que je vous ai montrés tout à l'heure, eh bien, l'aspect salarial devient de plus en plus important. Et donc, il faut intégrer cette composante supplémentaire dans le quotidien, pas uniquement de temps en temps, mais c'est 365 jours par an qu'il faut tenir compte de cette dimension-là parce qu'elle est très, très importante. Et puis, la planète, donc c'est la pollution, c'est l'environnement. Là, on en parle quand même de plus en plus. Et quasi toutes les entreprises aujourd'hui sont confrontées avec ces dilemmes quelque part. Comment contribuer à réduire la pollution, réduire les effets de serre, réduire les émissions, etc. Eh bien, les entreprises qui pensent uniquement aujourd'hui au profit, au bénéfice, ce sont des entreprises qui vont être, à mon sens, qui vont être punies dans l'avenir, pas par les gouvernements, pas par des États, pas par Bruxelles, mais qui vont être punies par vous et moi, parce qu'on a envie demain d'acheter des produits qui proviennent des entreprises qui travaillent d'une manière éthique, responsable, et qui sont de bons citoyens. On va en parler un petit peu plus vers la fin de l'exposé, qui vont être de bons citoyens et qui vont véritablement, qui donnent envie aux clients que vous êtes d'acheter ces produits. Donc, ce n'est plus fromage ou dessert, c'est fromage et dessert et planet et people and profit. C'est l'intégralité de ces 3 choses-là. Et donc, c'est ça les enjeux pour nous leaders. Comment gérer à parts égales avec une réussite absolue ces 3 dimensions que vous avez devant les yeux. Et demain, nous n'avons pas le choix. Demain, les entreprises qui ne gèrent pas ça, eh bien, vont être en grande difficulté demain. En difficulté, pourquoi? Parce que eh bien, ça interfère sur la manière dont l'entreprise est perçue. Ça interfère sur la réputation même de l'entreprise. Les Britanniques ou les Anglo-Saxons, on appelle ça le triple bottom line. Triple bottom line, c'est-à-dire on va essayer de mesurer les aspects chiffrés, on va mesurer la performance sociale et on va mesurer aussi la performance environnementale. Et il y a quelques entreprises que vous avez pu voir sur mon passé. Si je veux parler de Suez, que je ne connais pas vraiment très bien, eh bien, ils ont un rapport annuel, bien entendu, sur les chiffres, un rapport annuel tout à fait classique, mais ils ont un rapport annuel interne sur la manière dont les salariés sont gérés. Et bien entendu,
ils ont un rapport annuel sur les aspects environnementaux. Donc, toutes les grandes entreprises le font, donc ça devient le triple bottom line. On va mesurer la performance dans ces 3 dimensions que vous voyez là. Et je pense que toutes les grandes entreprises de France, de quelques secteurs que ce soit, sont obligées aujourd'hui de mesurer la performance de ces 3 facteurs. Et donc, lorsque vous retournez dans vos entreprises, renseignez-vous un petit peu sur quels sont les facteurs qui sont mesurés, comment l'entreprise finalement réfléchit sur les aspects qui dépassent un petit peu ce à quoi on pense habituellement, qui étaient uniquement les aspects plutôt financiers. Mais il faut les 3. Et il faut être bon dans les 3. Parce que si on ne l'est pas, ça interfère sur la réputation de l'entreprise que vous voyez là. Alors, si on va un petit stade plus loin, pour réfléchir sur le leadership, le leadership a une influence un petit peu partout. Alors, ce slide-là paraît un peu compliqué, mais en fait, il est extrêmement simple. C'est qu'on a en haut de l'échelle, on a le leadership qui, lui, interfère partout. Tout à fait à gauche, vous voyez donc les produits et services, l'innovation et la performance financière. Et ce sont les aspects qui sont calculés, qui sont mesurés pour essayer de voir si l'entreprise a une bonne réputation ou pas. Et globalement, il y a 7 facteurs qui jaugent la réputation de l'entreprise. Le leadership, bien entendu, produits, services, innovation et performance financière. C'est un peu le hard skills dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est le croix de l'entreprise, c'est la raison d'être de l'entreprise, c'est ses produits. Et c'est ce qu'on pourrait dire, c'est ce que nous faisons, ce que fait l'entreprise. Les produits, services, les investissements, l'emploi. Et donc ça, c'est naturel que l'entreprise s'occupe de ça, c'est sa raison d'être quelque part. Et c'est le leadership, les leaders qui interfèrent, bien entendu, directement sur ce sujet-là. Eh bien, à droite, vous voyez, donc ça fait 4 facteurs qui contribuent à créer une réputation de l'entreprise. Et bien, à droite, vous voyez la gouvernance, la citoyenneté et l'environnement du travail. La gouvernance, c'est globalement, est-ce que l'entreprise travaille d'une manière responsable? Est-ce que l'entreprise est bien gérée, respecte la loi, suit la loi tout simplement? Est-ce que l'entreprise est en train de travailler d'une manière éthique? Est-ce que l'entreprise est éthiquement responsable? Et donc, c'est un sujet qui existait pas d'une manière importante il y a quelque temps, mais malheureusement, on a vu un certain nombre de scandales et autres avec des entreprises qui ne respectaient pas la loi. Je ne veux pas réciter, ce n'est pas mon rôle ici de réciter, mais des entreprises qui ont été en difficulté, qui ont fait des choses pas très éthiques. On pourrait citer quelques exemples, mais sans les nommer dans l'aéronautique, dans d'autres pays dans le monde, dans le milieu de l'automobile, pour quelques entreprises européennes. Et donc, voilà, la gouvernance, est-ce que l'entreprise est bien gérée et d'un point de vue responsable et éthique? Et là, c'est absolument essentiel. Entre il y a aussi citoyenneté. On appelle ça en anglais, is the company a good corporate citizen? Is the company a good corporate citizen? Est-ce que l'entreprise contribue localement sur son bassin d'emploi? Est-ce que l'entreprise est un bon citoyen? On a envie d'avoir un bon voisin. Et donc, l'entreprise, cette citoyenneté, c'est est-ce que l'entreprise est un bon voisin? Est-ce qu'elle contribue, est-ce qu'elle participe à la vie sociale locale des communautés dans lesquelles on travaille? Est-ce qu'elle participe, par exemple, on pourrait imaginer telle ou telle entreprise qui achète des maillots de foot ou de rugby. À Toulouse, c'est plutôt le rugby. Des maillots de foot pour des enfants qui font l'école de foot dans telle ou telle école ou tel club de sport. C'est tout un ensemble d'activités que les entreprises font pour chercher finalement à se différencier quelque part par rapport aux autres et être un bon citoyen. Être un bon citoyen. On a envie, si vous êtes salarié, vous avez envie de travailler sans doute pour une entreprise qui est un bon citoyen.
entreprises qui font des choses sur le plan sociétal dont on peut être fier. Et la fierté d'appartenance, ce n'est pas quelque chose de galvaudé. Hein. Je crois que c'est un vrai enjeu pour les entreprises de faire partie de cela, être bien perçu, à la fois en interne, par les clients internes, mais aussi en externe, par l'ensemble des parties prenantes qui travaillent pour l'entreprise. L'environnement du travail, parce que finalement, en anglais, c'est workplace. Alors, ce n'est pas les sièges ni les bureaux. Hein. Est-ce que les salariés sont bien traités? Est-ce que les salariés sont bien payés? Est-ce qu'ils font une bonne gestion de carrière? Est-ce qu'ils sont bien formés? En un mot, est-ce que l'ensemble des composantes internes de l'entreprise sont bien gérées? Et donc, lorsqu'on fait le total de tout ça, donc à gauche, c'est le croix, c'est ce que nous faisons. À droite, c'est comment on va le faire. Comment on va le faire? Est-ce qu'on fait les choses proprement, d'une manière éthique? Et c'est là ce que disent les autres. Là, c'est les médias, les leaders d'opinion, les experts, les amis, la famille, par exemple. Et au milieu, c'est ce que nous disons nous, l'entreprise. C'est notre marque, c'est nos relations publiques, c'est notre marketing, c'est notre sponsoring. Et jusqu'à il y a peu, moi je travaille beaucoup sur la réputation des entreprises depuis à peu près une dizaine d'années, et on constate que jusqu'à il y a 3-4 ans, peut-être 5 maximum, eh bien c'est la partie gauche de votre écran qui était important. C'est les produits, services, l'innovation et la performance financière. C'était systématiquement les trois qui étaient en haut et qui étaient les plus importants dans les 7 dimensions qui contribuent à créer une bonne réputation pour l'entreprise. Sauf qu'aujourd'hui, avec les aspects sociétaux, avec parfois quelques scandales à droite à gauche, un petit peu partout dans le monde, eh bien, la gouvernance et la citoyenneté sont devenus aujourd'hui, ces deux-là font partie des top 3. Donc, on a toujours les produits et services qui sont essentiels, et maintenant, on a gouvernance et citoyenneté. Donc, ça montre bien que l'homme dans la rue, ou la femme dans la rue, l'opinion publique, les parties prenantes, toutes ces personnes-là sont en train d'avoir une opinion différente de l'entreprise et qui ne sont pas prêts nécessairement à acheter des produits avec une entreprise qui a une mauvaise réputation. Donc, pour résumer ça, on pourrait dire la chose suivante. C'est que si la finalité de l'entreprise, c'est de gagner de l'argent, pourquoi pas? Il n'y a rien contre. Je pense que toutes les entreprises ont besoin de gagner de l'argent. Mais la question aujourd'hui que se posent les entreprises, se posent les leaders en tout cas, c'est que comment l'entreprise a gagné son argent? Est-ce qu'elle a gagné cet argent, elle fait ses bénéfices proprement, éthiquement? Et une fois qu'elle a fait des bénéfices, qu'est-ce qu'elle en fait? Est-ce qu'elle donne cet argent, ces bénéfices, exclusivement à ses actionnaires? Est-ce qu'elle fait participer aux fruits du travail à ses salariés? Et aussi autour de l'entreprise, sur des réinvestissements, par exemple. Donc, gagner de l'argent, c'est bien, mais comment on gagne cet argent et que fait-on avec cet argent une fois que c'est gagné? Eh bien, c'est ça les paramètres dont nos leaders aujourd'hui doivent tenir compte pour essayer de se dire comment je veux que mon entreprise soit perçue à la fois en interne, mais surtout en externe. Moi, j'ai beaucoup de clients qui réfléchissent beaucoup sur ce sujet-là. C'est un vrai enjeu et qui devient de plus en plus important demain et au fur et à mesure que les entreprises continuent à grandir. Alors, la conclusion que je vais vous faire, c'est on va faire un peu before and after. Before and after, c'est à quoi ressemblaient les leaders hier et à quoi vont ressembler les leaders demain, c'est-à-dire vous, à quoi vous allez ressembler demain. Eh bien, première chose, c'est les leaders d'hier étaient souvent monodisciplinaires, et qu'ils avaient des approches plutôt techniques de leur responsabilité. Donc, ils étaient des techniciens par-dessus tout, que ce soit dans la production, quel que soit le sujet, ils avaient plutôt une orientation extrêmement technique qui est un peu monodimension. Les leaders de demain seront des personnes qui vont être pluridisciplinaires et qui vont avoir une vision beaucoup plus large de leur rôle de l'entreprise.
Et je dis rôle exprès, ce n'est pas uniquement leur fonction, mais leur rôle va dépasser leur fonction, mais qui va avoir une compréhension de l'ensemble des impacts que les décisions qu'ils peuvent prendre sur d'autres aspects. Si je prends telle ou telle décision, quels sont les impacts ailleurs, à la fois en interne comme en externe. Donc, monodisciplinaire pour les anciens leaders, pluridisciplinaire pour les leaders d'aujourd'hui et les leaders surtout demain, c'est-à-dire si vous, demain. Deuxième aspect, c'est le leader d'hier et tenir leur pouvoir en raison ou bien grâce à ou à cause de leur position hiérarchique. Ça n'existe plus, ça, ou ça existe malheureusement encore. Je retire ma phrase. Ça existe un peu encore dans l'entreprise. En France, il y a une expression en anglais, c'est power distance, c'est la distance hiérarchique. La distance hiérarchique en France, elle est relativement forte parce qu'il y a une forte inaccessibilité parfois du management dans certaines entreprises. Dans le monde ailleurs, les Scandinaves, les Anglo-Saxons, eh bien, la distance hiérarchique est plus courte. Donc, les relations hiérarchiques sont beaucoup plus simples dans d'autres types de cultures. Mais en tout cas, les leaders d'hier, ils avaient leur pouvoir à travers leur position hiérarchique. Les leaders de demain, ils vont avoir de l'influence, je ne dis pas une position hiérarchique, de l'influence grâce à leur capacité de bâtir une stratégie. Je fais une petite faute de frappe, je présente mes excuses. La stratégie, communiquer cette stratégie et donner du sens. Donner du sens aux équipes, donner du sens aux salariés, leur expliquer à quoi ils servent et à quoi sert le travail que je fais. Vous et moi, demain, on a envie de pouvoir répondre positivement, je sais à quoi je sers. Je sais à quoi sert l'activité que j'ai dans mon entreprise et je sais à quoi sert mon entreprise. Les leaders de demain sauront expliquer à quoi sert l'entreprise et donner du sens à l'activité de l'ensemble des salariés. Troisième point, donc les leaders d'hier refusaient le changement. Ils avaient une grande préférence pour le statu quo. Le statu quo est confortable. C'est confortable dans le court terme parce qu'il n'y a pas de risque. On ne prend pas de risque, donc c'est plus rassurant. C'est le comfort zone quand on parle en anglais. Donc les leaders d'hier refusaient ce changement. Les leaders de demain, très différents, vont s'adapter plus facilement. Ils seront beaucoup plus à l'aise et dans les environnements changeants. Et ils se trouvent aujourd'hui dans quel monde vivons-nous? Eh bien, nous vivons dans un monde changeant. Nous vivons dans un monde qui est difficile, très compliqué à anticiper, à prévoir. Faire des prévisions aujourd'hui, qui aurait dit il y a un an que nous serions confinés pour la deuxième fois et peut-être plusieurs fois encore. Hein. Personne ne pouvait le prévoir. En tout cas, les leaders de demain, ce sont des personnes qui vont pouvoir prendre à bras le corps tous ces changements et qui vont pouvoir s'adapter plus facilement. Alors, je vais vous faire, donc, dernier mot, comme vous entendez, je suis britannique. Il y avait un ancien Premier ministre britannique qui s'appelle Winston Churchill, que vous connaissez sans doute de nom. Il disait que pour le changement, il vaut mieux prendre le changement par la main avant que le changement vous prenne à la gorge. Eh bien, les leaders, ce sont les gens qui ont la capacité de prendre les choses par la main, faire de l'anticipation et n'ont pas peur du changement parce que c'est le changement qui va faire en sorte que l'entreprise devient plus performante demain et que les salariés, bien entendu, vont avoir plus de plaisir, on va dire, de travailler dans ces entreprises-là. Donc, voilà pour la partie que je voulais partager avec vous. Donc, si vous avez des questions, alors j'essaie de trouver des questions sur les chats. Alors, je vais les trouver. Alors, vous pouvez... Désactive ton partage d'écran si tu veux, comme ça tu reviens sur l'affichage normal. D'accord. OK. Oups. Oh, j'ai fait quelque chose de mauvais là. Non, non, c'est bon. C'est bon. OK. Non, c'est la barre de tâches en haut normalement. Tu dois avoir une barre de tâches. N'appuie pas sur Launch Meeting, ça sert à rien. Ah, voilà, ça y est. Donc, il est mort. Donc,
je vais ouvrir ici. Donc, les chats, donc j'en ai 6. Oups. Donc, Sophie, bonsoir à tous. Hervé, bonjour et merci. N'hésitez pas à poser vos questions. Ne pourrez pas être à la session de jeudi prochain, sera-t-elle enregistrée? Donc, Sophie, tu sais que c'est enregistré? Oui, alors il n'y a pas eu de questions à l'écrit. Georges, en Oui. revanche, je vous laisse l'opportunité d'ouvrir vos micros à distance si vous voulez poser des questions. OK. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va oser poser la première question? C'est toujours la plus difficile, la première. Il est timide. Comme moi, très timide. Je vous comprends. Je vous comprends. Alors, parfois, sur le web, c'est plus facile de poser des questions qu'en Bonjour Georges. présentiel. Bonjour Jérôme. Bonjour. Je suis avec Anne-Marie Santiago, qui a fait le CPA. Oui. Et ma question, c'était de savoir en fait comment jauger la performance et l'implication des personnes, Oui. et l'impact dans l'organisation. Oui. Aussi bien le RSE, on parlait des 3 P, Oui. people et l'autre c'est People, profit and planet. c'est comment doser en fait people et planet au niveau de la vie de l'entreprise. D'accord. Si ce n'est pas indiscret, vous travaillez à l'entreprise déjà aujourd'hui? Alors moi j'ai travaillé en entreprise en tant que responsable de secteur, responsable d'activité. D'accord. Et là, à l'heure actuelle, en fait, j'ai créé ma société justement sur l'accompagnement des entreprises, Ah, sur bien. business, human and operating. Ah, parfait. C'est intéressant. Donc vraiment avec justement la vision globale que vous abordez. D'accord. Mais en tout cas, ce que je pourrais vous répondre, c'est que moi, je vois clairement, si je prends le cas de quelques entreprises avec lesquelles j'ai travaillé et puis avec qui je travaille aujourd'hui en tant que client, ce sont des entreprises qui, évidemment, chaque entreprise va jauger, entre guillemets, c'est ça votre question, va jauger sa performance un peu différemment et ils vont en début d'année ou en début de cycle, sur leur business plan, sur 2, 3 ou 4 ans, eh bien, ils vont faire les 3 choses en parallèle. C'est-à-dire, donc, moi, si je parle de Suez, par exemple, eh bien, à chaque fois qu'il y avait un business unit qui faisait son business plan pour l'année ou admettons, sur 3 ou 4 ans, il y avait systématiquement, il fallait avoir les trois composantes qui rentrent dans la stratégie de l'entreprise. Les aspects financiers, les aspects humains, donc les projets sur le plan social. On pourrait se dire, par exemple, si l'entreprise va créer 25 postes dans l'année, et si cette entreprise met en place la mobilité interne à travers la gestion de carrière, etc., on va dire un objectif, par exemple, pourrait être on veut que 50% des postes pourvois puissent être pourvus en interne, c'est-à-dire à travers la promotion interne. Donc, c'est un système de mesure de la performance de l'entreprise sur le plan social. Ensuite, en ce qui concerne les aspects purement planète, on voit, si on regarde toutes les entreprises, toutes les grandes entreprises qu'on connaît, ils ont leur annual report, environmental report, dans lequel ils ont systématiquement leurs objectifs de l'année. Ça pourrait être réduction de l'utilisation de l'eau, du papier, de l'énergie. Ils vont fixer des objectifs qui sont relativement faciles à comprendre et qu'à la fin de l'année, ils vont mesurer un petit peu, ils vont mesurer la réalité de leur performance par rapport aux objectifs qui sont fixés. Et puis,
ils vont peut-être nommer, il y en a un certain nombre qui le font. Je parlais tout à l'heure des agences de notation. Il y a des agences de notation sur le plan social et sur le plan environnemental. Il y a une ancienne secrétaire générale de la CFTT, Nicole Notard, pour ne pas renommer, qui a créé son propre cabinet sur la performance sociale et qui accompagne les entreprises pour la mise en place et la mesure de la performance sociale. Donc, il faut que les entreprises soient accompagnées, bien entendu, pour les fixer. Mais en tout cas, sur les exemples que je connais bien, eh bien, il y avait systématiquement ce triple bottom line avec des indicateurs de performance, avec des Key Performance Indicators, des KPI, qui ont été créés sur les 3 différentes dimensions dont on parle. Et bien entendu, selon le secteur, ça va être différencié. Selon la taille de l'entreprise, ça va être différencié. Selon son type d'activité proprement dit, eh bien, ils vont être très différents les uns des autres. Mais pour une entreprise qui prend les choses au sérieux, eh bien, vous allez avoir systématiquement ces 3 paramètres qui vont être mis en avant en termes d'objectifs de stratégie, avec la mesurabilité, bien entendu, sur la performance proprement dit. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais c'est facile, enfin c'est facile, c'est pas trop compliqué à fixer les KPIs que l'entreprise doit chercher à atteindre. Merci pour la réponse. En effet, à l'heure actuelle, en fait, moi, je me base beaucoup sur en fait, les arrêts de travail, sur les accidents aussi au travail qui montrent un petit peu le climat social aussi de l'entreprise. Oui. Ça permet d'avoir un indicateur qui est assez fin et qui est collecté, qui est simple à collecter et à regarder quand je fais l'accompagnement. Ma deuxième question, quelque part, qui rejoint, quel est le profil de poste dans l'entreprise qui peut s'occuper justement de toute cette partie des indicateurs du RSE, parce qu'on parle souvent de RSE dans l'entreprise. Oui. Ça motive aussi les investisseurs à investir dans des entreprises aussi, quand oui. les entreprises ont ce volet RSE. Mais quelle est quelque part la personne la plus adaptée qui peut justement en fait définir ces indicateurs au niveau people et au niveau RSE dans l'entreprise, parce que moi j'ai toujours un petit peu de mal à identifier qui fait quoi et qui s'occupe de quoi réellement en fait dans l'entreprise quand il y a ces volets-là. Jérôme, c'était une excellente question. C'est une excellente question. Je vais y répondre, mais c'est pas une réponse compliquée en fait. Et je vais vous faire 2 réponses. Si l'entreprise ne prend pas très au sérieux le RSE et qui ne va pas s'en occuper d'une manière extrêmement pointue, eh bien, ils vont confier la gestion du RSE à quelqu'un qui est à peu près à un niveau à peu près moyen dans la hiérarchie de l'entreprise. Donc, ils vont se donner bonne conscience. Excusez-moi l'expression. Ils vont confier ça à quelqu'un qui va le faire gentiment, qui n'aura pas à mettre en avant un certain nombre d'objectifs un peu forts, un peu difficiles à atteindre, et qui vont le faire tout simplement pour dire, voilà, on s'en occupe. En revanche, si l'entreprise est véritablement sincère dans son approche, une entreprise qui y croit, et pour de bonnes raisons, eh bien, ils vont confier la gestion du RSE à quelqu'un qui est stratégiquement bien placé dans l'entreprise, qui a une position hiérarchique importante dans l'entreprise. Et en termes de visibilité interne, lorsque vous rattachez le RSE à quelqu'un qui fait partie du comité de direction ou qui fait partie d'un poste très élevé, et puis cette visibilité ou ce rattachement à quelqu'un qui est très visible dans l'entreprise et qui a une bonne réputation par ailleurs, ça montre que l'entreprise est en train de le faire d'une manière extrêmement sérieuse. Alors, idéalement, ça serait bien de rattacher ça peut-être à un opérationnel, quelqu'un qui a une vision très large de l'entreprise, ou voire même, pourquoi pas, la direction générale proprement dit. C'est-à-dire, il n'y a personne qui est mieux placé que le directeur général pour avoir une vision un peu hélicoptère de l'entreprise.
Et je dirais que peu importe qui on va le faire, il faut que cette personne ait envie de le faire et envie de le faire sérieusement. Il faut que cette personne ait le pouvoir nécessaire de fixer des objectifs pointus, des objectifs difficiles à atteindre et peut pousser véritablement pour pouvoir le faire. Moi, j'ai mis en place, donne un exemple pour illustrer, Jérôme. Moi, j'ai mis en place un certain nombre d'indicateurs sur la performance, sur le plan social. Et puis, j'ai mis ça en place sur une douzaine de pays européens. Et ces indicateurs, je les ai mis en place en face avec la direction générale de chaque pays. Et chaque chef d'entreprise ou chaque patron de pays, il avait un bonus annuel qui pouvait être de 20 ou 30 ou 40%, peu importe le chiffre. Et bien, l'indicateur social que l'entreprise fixait comptait pour 25% de son bonus. L'indicateur social comptait aussi pour 25% de son bonus. Et l'aspect financier pur comptait pour le reste. Donc, on voyait que 50% de son bonus, c'était finance, quantitatif, et deux autres facteurs comptaient pour 50% de son bonus. Et donc, si vous êtes patron d'un pays, ou patron d'une filiale, ou patron d'un business unit, un BU quelque part, et vous savez que 50% de votre bonus va rentrer dans le RSE, ou rentrer dans la performance sociale ou performance environnementale, eh bien, l'entreprise est en train de vous envoyer un sacré message pour dire que, waouh, ils prennent ça au sérieux. Et donc, ce n'est pas uniquement pour du beurre, comme on dit, l'entreprise est en train de le prendre extrêmement sérieusement. Donc, ça, c'est le conseil que je vous donne. Si vous devez nommer quelqu'un, c'est quelqu'un invisible, quelqu'un qui a un certain pouvoir, un certain charisme de l'entreprise. Et l'accompagnement sur les Key Performance Indicators, il faut que ça passe quelque part par la poche des dirigeants et que ça puisse être pénalisant s'ils ne prennent pas ça au sérieux aussi. Donc, moi, j'ai vécu cet exemple et lorsque les patrons de pays ont vu qu'il y avait leur bonus qui était impacté par l'atteinte ou non de ces objectifs sur la performance sociale et environnementale, et puis ils se sont dit que l'entreprise est en train de prendre la chose très au sérieux. Donc, si c'est important pour la direction générale, c'est important pour moi. Donc, voilà, quelques illustrations. J'espère que ça répond à votre question, Jérôme. Oui, merci pour les réponses. C'est vrai que c'est un point important en fait de pouvoir impliquer les gens dans leur travail et mettre tout ça en place pour que justement en fait que l'humain travaille bien ensemble. Donc, oui. Alors, c'est vrai que dans le fond, il vaut mieux que tout le monde y croit. Il vaut mieux qu'on ait envie de le faire pour de bonnes raisons. Mais parfois, bon, on peut inciter à avoir des incitations financières aussi. Mais c'est mieux de convaincre, de faire preuve de pédagogie, de convaincre plutôt d'avoir des aspects financiers. Mais bon, on fait comme on peut au départ et puis peut-être petit à petit, il faut convaincre différemment. Merci pour vos réponses. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci pour bonsoir Georges, c'est Christine. Bonjour Christine. Alors là, on parle de RSE, effectivement, et ça existe dans les grandes entreprises. Et effectivement, on retrouve dans leur besace, effectivement, des indicateurs et dans leur bilan de chaque année, effectivement, ça influence énormément les objectifs et les résultats. Donc, si on revient sur les gens comme nous, qui n'influencent pas au niveau toujours de l'entreprise, mais en revanche, je voulais revenir sur les points que vous disiez. Le leader d'aujourd'hui, il doit être RH, enfin HR, Human Resources, il doit être financial, il doit être technique et il doit être marketing. Et là, je me dis, comment on arrive, bon, moi personnellement, je suis finance et je suis très intéressée par cette vision, mais qu'est-ce qu'on fait pour amener un leader à avoir toutes ces casquettes? Et on est bien d'accord, on a une compétence socle, qui peut être la finance ou le droit, et ensuite, après, on acquiert d'autres compétences, mais qui ne vont pas être, d'un niveau très, très poussé.
Je suis d'accord là-dessus. Comment on aide les personnes, justement? Alors, vous allez me dire, il y a la formation, oui, mais comment on aide toutes ces personnes pour acquérir ce niveau de compétence et d'esprit aussi ouvert, curieux, voilà. Et ensuite, la transformation, c'est quelque chose qui est vraiment passionnant aujourd'hui. Comment on aide aussi l'entreprise et les personnes, les leaders, à se transformer eux-mêmes et à transformer aussi effectivement l'organisation de l'entreprise et du travail et de ses équipes. Enfin, voilà. C'est des questions que je me pose. Moi-même, je suis en recherche d'emploi. Voilà. Et je suis très, très intéressée par ces sujets. Et je voudrais juste peut-être une réponse. Voilà. D'accord. Enfin, je ne vais pas vous demander. C'est un peu long, peut-être, le sujet. Non, non, je ne sais pas si ça vous interpelle, ce sujet, si ça vous intéresse. Mais... Ah, bah, vous faites bien. Hein, vous faites bien. Hein. Voilà, donc... Alors, pour la première question, je vais utiliser un terme qui s'appelle la polycompétence. Dans les grandes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, on mettait en place tous les ans, on essaie de mettre en place en tout cas ce qu'on appelle des plans de succession. Des plans de succession, c'est des personnes qui demain vont pouvoir changer de poste pour prendre un poste qui devient libre, une promotion interne, une mobilité interne. Et puis il y a tout un ensemble de programmes qu'on peut faire pour faire en sorte que cette personne puisse avoir une compétence en dehors du socle dont vous parlez tout à l'heure. C'est une bonne phrase. Et moi, j'ai trouvé une méthode pour le faire. C'est que dans toutes les entreprises, il y a des équipes projets qui sont nommées pour s'occuper de tel ou tel projet, qui est un projet nouveau, compte tenu de sa stratégie, etc. Eh bien, la participation dans les équipes projets sont très, très intéressantes parce qu'on finit par faire des choses qui dépassent, qui sont complémentaires de son poste socle, pour utiliser votre phrase. Et donc, la mise en place fréquente des équipes projets sont très, très intéressantes parce que vous pouvez mettre dans la même équipe des financiers, des gens de marketing, des opérationnels, des gens RH, des juridiques, des gens des achats. Et bien, mettre tous ces gens-là ensemble, et bien, quand on participe à un équipe projet, on apprend les uns des autres. Et on échange des informations, on rentre dans un domaine qui nous donne petit à petit une polycompétence, et on appelle ça aussi de l'employabilité. L'employabilité est intéressant pour l'entreprise parce que vous avez des personnes qui peuvent avoir une connaissance plus large qui dépasse la fonction pour laquelle ils ont été un peu recrutés. Et en même temps, c'est intéressant pour le salarié qui, lui, peut avoir plusieurs cordes dans son arc. Et donc, je dirais que autant que possible, il faut systématiquement se pousser un petit peu pour dépasser un petit peu sa fonction, s'occuper d'autre chose et être toujours à la demande, finalement, d'apprendre. Faire preuve de curiosité, mettre ça en avant avec son N+1 ou son N+2, voire le DRH, pour dire je suis toujours partant s'il y a des activités qui dépassent un petit peu ce pourquoi je suis fait. Et c'est petit à petit, on arrive à faire ça. Donc, ça, c'est le conseil que je vous donne. Donc, je pense que les entreprises que je connais, un certain nombre, qui font ça sérieusement, eh bien, elles ont intérêt à avoir ces équipes projets pour avoir cette polyvalence, pour avoir cette employabilité, pour avoir cette polycompétence qui dépasse la formation proprement dit. Hein. La formation, c'est pour avoir des connaissances techniques sur un sujet donné, mais c'est rare qu'on va vous former pour faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Sauf si l'entreprise a un vrai plan d'action en face pour vous, pour dire « je voudrais d'ici 1 an que cet individu-là puisse faire telle ou telle chose un peu en dehors ». Donc, les équipes projets, être exigeant avec soi-même et mettre en avant un petit peu ce qu'on a envie de faire, parisons à votre N+1, votre N+2, ce n'est pas votre cas, Christine, mais je pense que dans l'entreprise, on peut le faire. Et ça montre à l'entreprise que vous êtes partante et que vous avez envie d'apprendre, vous êtes curieux, vous avez envie de dépasser les missions pour lesquelles vous avez été recruté. Donc ça, c'est la première chose pour la polyvalence. Maintenant, la transformation de soi-même pour ces leaders, eh bien, c'est quelque chose qui est très particulier dans le sens, c'est qu'il y a des personnes qui ont envie de se transformer.
Il y a des personnes qui ont envie de faire autre chose. Il y a des gens qui ont envie de finalement être différents, se différencier, apprendre. Mais ce n'est pas quelque chose qui est fait pour tout le monde. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de changer. C'est un exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de changer, qui n'ont pas envie de bouger, qui n'ont pas envie de se transformer. Et vous ne pouvez pas les obliger s'ils n'ont pas envie. Il faut que la personne soit partie prenante, il faut que la personne ait l'énergie pour, l'ambition pour, et se pousser pour faire autre chose. Et là, ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer à quelqu'un qui n'a pas envie. Donc, c'est un sujet qui est compliqué dans le sens où vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à faire ce qu'il ou elle n'a pas envie de faire. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Christine. Oui, enfin, assez largement. Moi, ça m'intéresse parce que je suis quelqu'un, effectivement, qui a beaucoup travaillé en projet. Oui. Donc, ça me parle vraiment. Et oui. Le sujet, je l'ai lancé pour tout le monde, en fait, pas spécialement pour moi. Oui. C'était important pour moi qu'on le développe. Et effectivement, vous avez pris l'angle du projet et c'est une excellente idée. Parce que je pense qu'effectivement, je suis rentrée dans l'entreprise en faisant des projets et j'en étais même avec une casquette projet, finance et en plus projet. Et finalement, chaque 2 ans et demi, 3 ans, je changeais de poste. Et effectivement, c'est là où on apprend, par exemple, RH, accompagnement, justement, changement. Donc, tout ça, ça me parle. Et la transformation, oui, effectivement, ça aussi, j'adore le changement. Je ne supporte pas la routine. Donc, tout ça, ça me parle. Et je suis satisfaite que vous ayez pu l'exprimer. Et effectivement, on peut pas obliger les gens, mais comment on peut les aider justement parce que c'est ça aujourd'hui le défi. Hein. Ça va être ça. C'est vrai. On ne veut surtout pas laisser les gens sur le bord de la route. Moi, c'est ça, en étant manager, en étant leader. Je ne veux pas laisser les gens sur la route, donc je vais accepter qu'effectivement, ils ne veulent pas. Mais ça va être difficile de les garder dans une équipe. Il va y avoir une espèce de différencier qui va se faire. Et c'est ça qu'il faut gérer aussi aujourd'hui, nous, comme leaders. Parce qu'il y a des gens qui n'en ont pas envie, oui. Ça se comprend. C'était la question, en fait, ça va au-delà du fait que il faut tenir compte, comme il faut tenir compte aujourd'hui en étant manager, leader, de pouvoir travailler à distance avec ses équipes, ce qu'on ne faisait pas avant, et qui change totalement sa façon de travailler et qui n'est pas toujours évidente. Voilà. Vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Disons, ça rajoute non pas une difficulté supplémentaire, mais je vais dire ça plutôt positivement, ça rajoute une dimension supplémentaire qui finalement est intéressante à apprendre si on veut faire ça, si on veut voir ça du côté positif. Oui. Je suis d'accord. Merci en tout cas. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup, Georges. Merci à tous de votre participation. Alors, on va tenir le timing. On a mis le quart d'heure toulousain, Georges. Oui, avec plaisir. Respecté. Du coup, je te laisse le mot de la fin, Georges. D'accord, d'accord. Écoutez, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec vous ce soir. Comme vous avez vu, il y a d'autres soirées, d'autres interventions sur des sujets qui sont un peu proches de ce qu'on a vu ce soir, alors, très différents bien entendu. La prochaine, c'est sur effectivement l'intergénérationnel. Ça aussi, c'est des grands enjeux aujourd'hui pour l'entreprise. Et donc, si jeudi prochain, vous avez envie d'assister, donc ce sera avec grand plaisir. On verra des choses intéressantes. On verra un certain nombre d'exemples de ce que font quelques entreprises, sans les nommer nécessairement, les entreprises pour essayer de faire travailler ensemble les jeunes et les moins jeunes, en sachant que finalement, tout le monde a besoin de tout le monde. L'entreprise a besoin des jeunes et moins jeunes. Et parfois, on travaille bien ensemble, parfois on coopère bien ensemble, parfois on se regarde un petit peu une expression française en chien de faïence. On n'a pas envie de se partager des informations, d'être partenaire. Donc, on parle de ça la semaine prochaine. J'espère que vous avez retenu un petit peu quelques petites choses ce soir. En tout cas, s'il y a un message, c'est que nous pouvons tous être des leaders si nous avons envie de l'être.
Nous avons tous les capacités de l'être si nous en avons envie. Et le leadership, ce n'est pas, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une position hiérarchique, c'est l'influence que vous pouvez avoir auprès des personnes avec qui vous travaillez, que vous côtoyez tous les jours. Et ce n'est pas nécessairement au haut de l'échelle qu'on a le plus d'influence. Donc, vous pouvez tous l'avoir. Et là, je vous encourage à avoir autant d'influence que vous pouvez, parce que le nerf de la guerre, c'est l'influence que vous pouvez créer. Et une nerf de la guerre positive, bien entendu. Bonne soirée à tout le monde et peut-être à la semaine prochaine si vous avez l'occasion d'assister. Merci de votre attention. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, à la semaine prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.